Bonjour, bonjour tout le monde. Et je suis contente, nous sommes contents d'être une fois de plus avec notre public qui nous écoute et qui nous suit. En réalité, nous sommes très fiers de savoir que nos événements réveillent un intérêt. Vous savez comment ils sont nés, une idée un jour, pourquoi ne pas ouvrir le Parlement à la société civile strasbourgeoise. Et on a commencé comme ça. Mais puis après, on s'est posé la question à l'envers. Et pourquoi ne pas ouvrir le Parlement à la société civile strasbourgeoise et à l'envers, pour que nous puissions convertir ces deux entités qui sont ensemble au même endroit, à la même ville, à Strasbourg, qui sont si proches, mais qui sont parfois très éloignées, aussi éloignées, et que parfois elles se méconnaissent ou ne connaissent à peine rien l'une de l'autre. Alors nous avons commencé à organiser des conférences, des événements, parce que ce n'est pas en réalité une conférence, c'est surtout un échange, ce que nous voulons susciter ici dans cette salle. Ça a commencé petit à petit et ça a démarré à tel point que nous-mêmes, nous étions étonnés. Et surtout parce que ça nous a permis, d'une part, de connaître mieux nos collègues au Parlement. Parce que parfois, bon, on voit un certain collègue ou une certaine collègue, mais on sait très peu à propos de son métier, à propos de son travail. Et puis après, parce que nous avons découvert que la société strasbourgeoise, elle est vraiment très bien organisée. Il y a plein d'organisations, il y a plein d'associations qui remplissent son travail d'une manière encomiable, d'une façon vraiment extraordinaire. Et je ne vais pas mentionner des exemples, ou peut-être si, pourquoi pas, mais vous, les jeunes, vous êtes tellement organisés qu'on était étonnés d'interviewer, par exemple, d'écouter parler son émotion, leur émotion aux jeunes qui ont partagé des repas solidaires, repas qui ont été faits ici au Parlement européen avec ses copains, avec ses collègues Erasmus qui n'avaient pas les moyens et qui étaient à ce moment-là en absence d'aide, même pour se nourrir. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie, bien évidemment, et pendant les confinements. Mais en parlant avec notre collègue Benoît Urweiler, qui est assis en face de moi, un collègue extraordinaire, très sympa et très affable, très bienveillant, et en parlant avec lui des organisations et de comment, s'il militait ou pas, il nous a dit, ah bien sûr, je suis membre d'une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale internationale qui s'appelle Surfrider, c'est-à-dire les chevaliers des vagues, si on pourrait dire. Moi, j'ai un frère, beaucoup plus jeune que moi, beaucoup, qui fait du surf. Et quand je le vois, je l'admire. Il chevauche les vagues. C'est vraiment, c'est un sport magnifique. Et voilà que c'est Benoît qui s'est occupé de toucher un mot à son association, à l'association à laquelle il appartient. Et voilà que du coup, nous avons ici deux des membres bénévoles de cette association, qui est une association
conçu avec une finalité, maintenir propres les eaux, si je ne me trompe pas. Et je m'arrête ici parce que je vais donner la parole. Je vais d'abord, si tu veux, remercier nos collègues qui sont là-bas, Léa et Sina, qui vont nous aider pendant toute la durée de la conférence, Léa Renaud et Sina Wittner. Je remercie aussi Benoît Urweiler, qui est ici avec nous pour nous accompagner pendant toute la durée. Et c'est mon collègue Evangelos qui va présenter les deux membres bénévoles de l'association Surfrider. Mais je voudrais aussi remercier, avant de te passer la parole, si tu me le permets, à nos collègues de la DG Link, c'est-à-dire nos collègues de techniciens, parce que grâce à eux, nous sommes connectés. Et c'est eux qui surveillent et qui soignent notre communication pour qu'elle soit le plus parfaite possible, pour que vous puissiez nous voir, nous entendre, nous écouter comme il le faut. Voilà. Et maintenant, je vous laisse avec mon collègue Evangelos Gintersos, qui va être le fouet des dissidents pendant toute la durée de la conférence. À toi, Evangelos. Merci, Rosa. Merci de m'avoir donné le fouet. Mais comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, un modérateur a un rôle un peu ingrat. Parce que, deux fois, il est obligé de couper la parole à ceux qui disent, pas n'importe quoi, mais ceux qui disent un peu plus ce qu'il faut. Donc, je suis là pour modérer le débat de cette heure avec nos invités, que j'ai le plaisir, Rosa m'a laissé le plaisir de le présenter. Donc, c'est Julia Wenker et Elsa Colobert qui sont avec nous. Benoît, ne le présentons plus parce que Rosa, elle a déjà dit plein de choses sur Benoît. Donc, moi, je serai là pour modérer le débat, de donner la parole aux participants. Je m'adresse aux participants. Si vous voulez poser des questions à nos deux invités, donc, soit vous levez la main si vous êtes à l'écran, soit vous écrivez votre question sur le chat que nous allons lire et la transmettre à de nos invités. Et j'aimerais dire que nous ne sommes pas sur un plateau de télévision, donc nous n'allons pas être aussi méchants qu'on apparaisse, mais tout de même, la politesse veut que les participants n'essayent pas de poser la question plus d'une minute. Et je m'adresse à nos deux invités aussi. S'il vous plaît, ne prolongez pas vos réponses plus de 3 minutes. Tout simplement parce que s'il y a un très grand nombre de participants, pour qu'on puisse donner la possibilité au maximum de participants de poser des questions. Parce que j'imagine que des questions, il doit y en avoir. Déjà, moi non plus, je ne savais pas ce que c'est cette association protection de l'environnement, d'accord, protection des océans. C'est quoi ça? Comment ça protéger les océans? Mais je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse la parole et expliquez-nous. Voilà, mais peut-être, et tu devrais leur dire, je ne sais pas si tu l'as fait déjà, mais excuse-moi, qu'elles peuvent parler un maximum de 10-15 minutes pour présenter son association. Et voilà, allez-y. Merci beaucoup à vous pour cette présentation très exhaustive. Merci à toute l'équipe technique, évidemment, et surtout merci en fait, de nous accueillir dans les locaux du Parlement pour qu'on puisse s'exprimer et présenter notre association qui traite d'un sujet très urgent et majeur qu'est la protection de l'environnement. Alors, on a préparé une petite présentation déjà pour présenter notre structure d'un point de vue européen général, et ensuite on va traiter de l'association d'un point de vue plus local, c'est-à-dire nous, en tant qu'antenne bénévole du Bas-Rhin, nos actions concrètes. Voilà. Et je propose qu'on se présente tout d'abord. Alors moi, j'ai commencé à m'impliquer chez Surfrider, c'était en novembre 2020, en tant que service civique.
Alors, j'étais chargé de mobilisation et d'animation des réseaux bénévoles au Bas-Rhin ici, mais aussi en Allemagne. Bon, c'était une période un peu difficile, notamment à cause du confinement, mais j'ai décidé de poursuivre mon engagement à partir de mars 2021 en tant que bénévole. Et voilà, je suis resté depuis ce moment-là bénévole. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues bénévoles. Merci Benoît et merci aussi pour l'invitation. On n'a pas tous les jours l'occasion de s'exprimer au sein du Parlement européen. C'est un grand honneur qu'on a là, et une tribune importante à laquelle on espère faire honneur. Donc moi, je suis Elsa Colobert et je suis bénévole au sein de l'association, au sein de l'antenne Bas-Rhin de Surfrider depuis septembre 2019. Donc, comme Benoît, j'ai un peu pâti aussi des conditions sanitaires, puisqu'à peine engagée dans l'association, on a été confinés quelques mois plus tard. Donc, c'est vrai que l'antenne venait d'être créée à ce moment-là. Je faisais partie des toutes premières à la rejoindre. Elle avait été créée par d'anciens bénévoles de Paris. Donc, on a été vraiment freinés dans notre élan. On avait plein d'idées. On a pu les mettre en place que plus tard, Benoît reviendra un peu sur ce qu'on a pu faire. Et je me suis engagée dans cette association puisque je viens de Bretagne et vraiment la protection du milieu marin me tient extrêmement à cœur. Je voyais des déchets un peu traînés partout, je les ramassais toute seule dans mon coin et je me suis dit c'est bête, pourquoi faire ça seule dans mon coin et pas m'associer avec d'autres personnes. Alors, l'action Surfrider est très loin de se limiter aux collectes de déchets, c'est quelque chose qui est très visible, mais voilà, ça ne s'y limite pas du tout. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites et on va tâcher de vous les expliquer. Et donc moi, c'est Julia Wenker. Alors j'ai rejoint l'association bien plus récemment, en 2021, septembre 2021, où j'ai participé au premier événement. Un événement qui avait lieu du coup après l'épidémie de Covid, donc à la reprise. Et j'ai participé aussi à quelques collectes et quelques événements organisés localement par l'antenne du Bas-Rhin. Donc là, j'essaye un petit peu à mon échelle d'aider à la communication, un petit peu plus de l'antenne locale qui a pour l'instant, qui est peu connue pour le moment. Et puis, donc moi, je suis militante écologiste depuis longtemps. Je suis engagée à travers d'autres associations. Et c'est vrai que Surfrider, c'est une asso qui m'interpellait beaucoup parce que je pratique aussi le surf. Et donc, je suis aussi très sensible à la protection des océans. Et à côté de ça, je suis enseignante en histoire-géographie. C'est vrai que ce sont des thèmes qu'on traite de plus en plus avec les élèves et qui touchent les nouvelles générations et c'est des générations qui vont subir de plein fouet ce qui se passe et ce qui nous attend. Et les océans sont des régulateurs du climat importants. Enfin, ça, on va le revoir. Et voilà. Donc, c'est pour moi un sujet vraiment d'actualité et important. Je propose qu'on passe à notre présentation. Voilà, donc on va vous présenter. Moi, je vais me concentrer plutôt sur la partie nationale, internationale, européenne qui concerne Surfrider. Alors, c'est vrai qu'on a parlé d'association. Pour être plus exact, c'est plutôt une fondation qui a été créée à l'origine dans les années 80, en 1984, aux États-Unis d'abord, par un surfeur. Alors, c'est vrai que Surfrider, vous nous avez présenté ça comme une association de surfeurs. À l'origine, oui. Encore une fois, on est loin de s'y réduire. Moi, je sais que la protection de l'environnement, j'y suis arrivée aussi par mes activités en lien avec la nature, la mer, mais c'est plutôt la plongée sous-marine. Alors, dans notre groupe, on a des gens qui font du paddle, on a des gens qui font du canoë. C'est vraiment un panel très, 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 très large. Mais donc, à l'origine, oui, un groupe de surfeurs aux États-Unis qui voit que son milieu est complètement pollué, qui s'insurge et qui a envie de faire quelque chose. Donc, il crée cette fondation qui essaime ensuite un petit peu partout, d'abord aux États-Unis, mais finalement, aujourd'hui, Surfrider Foundation est présente vraiment sur les 5 continents. Donc, on en retrouve des émanations en Europe, en Australie, Brésil, Japon, Argentine, Canada, au Sénégal aussi, donc en Afrique, et au Maroc également sur ce continent. Donc, c'est véritablement une vraie communauté qui s'est structurée autour de Surfrider. Donc, je le disais, on est des citoyens concernés par la protection de notre environnement. C'est vraiment un groupe très, très large, très divers, des enseignants, des étudiants, des experts aussi.
des activistes, des athlètes, des artistes. Donc, tous réunis dans l'ambition de protéger le milieu aquatique vraiment au sens large. Donc, Surfrider, c'est des salariés, mais c'est aussi n'existerait pas sans l'implication de ces bénévoles. Ils sont plus de 100 000 à l'heure actuelle. On a des chiffres qui ne sont pas totalement actualisés, puisque là, on est sur des chiffres de 2021. Mais en 2022, donc, on a dépassé le nombre de 50 antennes, dont celle de Strasbourg, qui fait partie parmi les plus récentes, donc présente ces antennes dans 12 pays. C'est vrai qu'au départ, c'est plutôt des antennes qui touchaient les côtes très logiquement, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un mouvement de fond qui s'est mis en place avec le développement, Benoît en a parlé, d'antennes notamment en Allemagne, en Suisse aussi, là je parle pour le niveau européen, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire pour la protection du milieu aquatique, que ce soit les lacs, les rivières aussi, puisqu'on sait que 80% des déchets qui finissent dans la mer proviennent à l'origine des terres. Donc, on a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Et pour ça, Surfrider peut vraiment s'appuyer sur un très gros réseau aujourd'hui. Donc, 15 000 membres cotisants à la fondation et plus de 100 000 bénévoles. Ce qui fait que l'association, du coup, s'est imposée comme une référence aujourd'hui dans le combat pour la protection des océans. Donc, comment cela marche très concrètement? On s'appuie sur 3 domaines d'expertise. Donc, c'est sur le domaine d'expertise que s'appuie l'action de l'association. Donc, à commencer par, on en a parlé, hein, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, les déchets aquatiques. On nomme parfois le cinquième continent, même si c'est un peu un abus de langage, puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas visible, puisque les microparticules de plastique, en fait, ça s'est diffusé dans le milieu, et on les retrouve vraiment à tous les échelons de la chaîne alimentaire, que ce soit dans les poissons, qu'on retrouve ensuite dans nos propres corps. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude scientifique qui a été menée dernièrement. On avait découvert qu'il y avait des microplastiques dans les muscles des humains. Et là, on a découvert qu'il y en avait aussi dans le sang humain dernièrement. Donc, on se concentre sur la lutte contre les déchets aquatiques dans l'idée de réduire dès la source, en fait, l'origine de ces pollutions, qui sont des pollutions, rappelons-le, générées par l'être humain. Pour cela, on a plusieurs leviers d'action. Donc, Julia en parlait, elle est enseignante. Un levier important d'action, c'est l'éducation, puisque beaucoup de choses dans le changement de comportement passent par les jeunes générations. L'activisme de terrain, on en a également parlé avec une des actions très fortes de Surfrider, c'est les collectes de déchets sur les plages, mais aussi à Strasbourg. On en a organisé récemment. Qui sont toutes organisées par des bénévoles. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon d'association les initiatives océanes. On peut aussi passer par l'engagement citoyen comme levier d'action, donc en mettant en profit la science participative pour établir des données sur les plus grands pollueurs. C'est par exemple ce qu'on fait avec une application qu'on a lancée très récemment à l'été dernier, qui s'appelle Plastic Origins. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à contribution tous les utilisateurs, que ce soit les gens qui font du canoë, les gens qui font du paddle, qui vont sur les cours d'eau, qui repèrent la pollution pour engranger des données pour pouvoir ensuite faire remonter au niveau des décideurs politiques. Leur dire, voilà, tel cours d'eau est très pollué, voilà tel endroit qu'il faut cibler pour les endroits les plus pollués sur lesquels il faut agir en priorité. Surfrider s'engage aussi pour favoriser la responsabilité citoyenne, donc favoriser une société inspirée, engagée dans le changement et motivée pour réduire la pollution due aux déchets plastiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va infuser toutes les actions. Et je l'ai dit aussi, l'idée est vraiment d'agir à la source sur la politique gouvernementale, puisque
ce qui se décide, c'est fait à travers la décision politique et c'est comme ça qu'on favorise les leviers de changement. C'est notamment ce qui s'est passé, on est au Parlement européen, avec la directive sur les plastiques à usage unique. C'est vraiment quelque chose qui a pu être obtenu par l'action conjointe de différentes ONG qui ont mené un travail vraiment de fond depuis des années pour obtenir cette directive, donc adoptée en 2019, pour interdire l'usage du plastique à usage unique et qui est mise en œuvre depuis 2021. Autre levier d'action, c'est sur la qualité des eaux et la santé des usagers. Puisque je vous le disais, Surfrider a été créé à l'origine par des surfeurs qui se rendaient compte qu'ils nageaient dans une eau très, très polluée en Californie. Donc, l'un des leviers d'action, c'est effectivement agir sur la qualité des eaux de baignade et des eaux de loisirs. Donc, il y a plusieurs projets qui sont menés de ce côté-là pour analyser des échantillons qui sont ensuite analysés vraiment par des scientifiques au sein de l'association. On passe aussi également par l'éducation communautaire, l'expertise scientifique, je vous le disais, et l'activisme de terrain. Il y a un projet qui s'appelle Curl, qui est assez récent aussi, c'est la pose de capteurs passifs sur les surfeurs afin d'étudier leur exposition à des substances chimiques. Ensuite, troisième domaine d'expertise, c'est l'aménagement du littoral et le changement climatique. Donc, on peut citer parmi les projets portés par Surfrider sur ce domaine d'expertise le transport maritime, qui est vraiment identifié comme un fort vecteur de pollution. Donc, il y a un projet qui s'appelle Eco-European Shipping, de promotion des bonnes pratiques pour réduire la pollution à travers la création de ce label Eco-European Shipping. Des actions aussi qui sont menées sur la sensibilisation aux risques côtiers d'érosion et aux mesures de prévention naturelle, ou encore sur les projets de forage du pétrole, pour favoriser la cessation de l'exploitation pétrolière dans les aires marines protégées. Encore peut-être un dernier exemple, le projet Coastal Defender, qui est mené pour lutter contre des projets d'aménagement menés sur les côtes. Et on peut citer notamment une action réussie de ce côté-là. Ça fait partie des victoires marquantes de l'association. C'est l'abandon du projet en Vendée de construction d'un port touristique à Bretignolles-sur-Mer. Excusez-moi, je suis un peu déshydratée. Elle vient du Parlement, alors j'espère pas. Ouais. Je m'excuse. Est-ce qu'il vous serait possible de parler sans masque? Oui. Parce que je pense que ça serait utile Oui. pour une meilleure compréhension, c'est ça. Oui, mais j'ai presque terminé. Voilà. Donc, on voulait vous présenter aussi quelques-unes des victoires marquantes de Surfrider obtenues ces dernières années. Donc, au niveau européen, on en a parlé, hein, c'est l'application de la directive européenne sur les plastiques à usage unique qui a été adoptée en 2019 et qui entre en vigueur depuis l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment un travail de terrain qui a été mené par les ONG, dont Surfrider, mais pas seulement. Je pense aussi à Greenpeace, par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été obtenu assez rapidement à l'échelle de l'Union européenne, je pense, mais c'est parce que ça résulte d'un travail de fond mené par ces ONG depuis plusieurs années, et une sensibilisation continue aussi de la société civile. Voilà. Toujours au niveau européen, on peut citer Ocean Call, qui est la création d'une coalition internationale en amont du G7. On parlait tout à l'heure d'une application Plastic Origins. Il y a une autre application qui a été lancée, c'est Ocean Zero, une nouvelle application zéro déchet, ou encore le rejet du projet de Donald Trump de construction d'un mur sur la plage de Dockmore en Irlande.
Et donc, juste peut-être, quand on parlait des initiatives Océane, nos actions de collecte de déchets, elles n'ont jamais rassemblé autant de participants qu'en 2018. Voilà, merci beaucoup Elsa pour cette présentation très exhaustive de ce que nous faisons au niveau européen. Alors voilà, je vais maintenant parler de notre action concrète locale. Je vais essayer d'être assez bref pour privilégier l'échange. Mais alors, voilà, c'est une antenne qui a été créée il y a 4 ans. À ce jour, on compte environ 10 bénévoles. Et je vais peut-être anticiper peut-être une de vos questions ou une question des auditeurs. Pourquoi, en fait, est-ce que Surfrider, une association créée par des surfeurs, a une antenne ici au Bas-Rhin, à l'intérieur des terres? Alors, effectivement, quand on regarde la répartition géographique des antennes bénévoles de Surfrider, la plupart se trouvent sur le littoral, mais on trouve tout de même des antennes assez importantes, notamment à Paris, à Berlin ou à Sofia en Bulgarie. Et comme l'avait mentionné Elsa, quand on prend en compte le fait que 80% des déchets proviennent de l'intérieur des terres, le fait d'avoir une antenne bénévole en Alsace au Bas-Rhin prend tout son sens. Voilà. Notamment, bien sûr, il y a le Rhin à côté, mais d'autres cours d'eau comme l'Ille. Voilà. Alors il y a plusieurs actions que nous menons, parmi lesquelles Elsa a mentionné tout à l'heure, dont les initiatives Océane. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est les initiatives les plus emblématiques de Surfrider, collecte de déchets, ensuite avec un comptage et un stand de sensibilisation. Deuxième action majeure, c'est les Ocean Friendly Restaurants. C'est en fait un label qui est adressé aux restaurants, une charte éco-responsable. Voilà, je vais les détailler un peu plus au niveau concret dans quelques secondes. Voilà, c'est juste pour faire un petit listing de ce que nous faisons au niveau local. Plastic Origins, qui a été aussi mentionné par Elsa. Voilà, c'est une application mobile que tout le monde peut télécharger, qui se trouve sur l'App Store et Google Play. Voilà, le principe, comme l'a dit Elsa, c'est en fait, lors d'une sortie de canoë-kayak, d'utiliser cette application pour prendre des vidéos. Et ensuite, ces données seront réutilisées déjà pour donner des informations pour l'équipe plaidoyer, mais aussi pour identifier les zones les plus polluées en Europe. Donc voilà, je peux que vous encourager d'utiliser cette application, vous aussi, parce qu'elle est ouverte à tout le monde lors de vos prochaines sorties en canoë-kayak. Voilà. On fait aussi des conférences en ligne, comme celle-ci par exemple, et aussi des apéros océans. Ça, c'est un moment convivial, une sorte d'afterwork en fait pour les bénévoles, mais pas que. On invite tout le monde à venir pour se renseigner sur nos actions passées, à venir, pour discuter et éventuellement s'impliquer dans notre antenne. Voilà, comme je l'ai dit, notre initiative la plus emblématique sont les initiatives Océane. Alors là, vous pouvez voir des photos. C'est une action qu'on a menée, je crois, en avril à la place de Zurich, au Street Bush Festival. Donc, cette collecte de déchets s'accompagne aussi d'un stand de sensibilisation. Si vous faites attention, dans l'image du bas, vous pouvez voir des petites boîtes, ce qu'on appelle des surprises de la marée. Et donc, en mettant la main dedans, vous pourrez découvrir des choses qu'on trouve dans la nature. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais si vous voulez découvrir ces surprises de la marée, je vous invite à nos prochaines initiatives Océane. Voilà. Lors de cette initiative, on a pu collecter 7774 mégots voilà, en 1 heure, ce qui est assez impressionnant. Les mégots, c'est vraiment le déchet qu'on retrouve le plus dans la nature. Et un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on aimerait sensibiliser. Et voilà. Une autre action majeure du moment, c'est Ocean Friendly Restaurants. Comme j'ai dit, c'est une charte éco-responsable adressée aux restaurants. Voilà, en gros, on propose ce label au restaurant. Le principe, c'est qu'il y a des critères obligatoires et optionnels. Donc parmi les critères, bon, je ne vais pas tous les mentionner, mais les critères les plus importants, ce serait que le restaurateur propose au moins un menu végétarien dans son menu,
qu'ils n'utilisent pas de polystyrène expansé ou de plastique à usage unique, et qu'il y ait des produits locaux et saisonniers dans son menu. Voilà. Et effectivement, en contrepartie, on leur offre déjà de la visibilité sur nos réseaux sociaux, mais aussi ils apparaîtront sur une carte interactive sur le site Surfrider. Et donc, vous, tout le monde, peut regarder sur cette carte pour faire un peu repérer son restaurant, voir quel restaurant respecte nos valeurs. Voilà. Nous avons aussi des personnes, des ambassadeurs et ambassadrices qui nous aident à nous donner de la visibilité, notre association, donc les sportifs, etc., les musiciens, voilà. Donc ça, c'est surtout au niveau européen, mais au niveau local, nous avons Julia, ici présente, qui est blogueuse, photographe, influenceuse à ses heures perdues. Voilà. Voilà. J'en viens maintenant aux réseaux sociaux. Donc, voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Surfrider Bas-Rhin, pour vous renseigner sur nos actions passées à venir. Voilà. Et si vous voulez nous rejoindre pour discuter lors d'un apéro-océan, voilà, vous recevrez toutes les informations là-dessus. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous trois. Je m'adresse aux participants. Après cette belle exposition de la protection des océans et en général de la planète, si vous n'avez pas de questions ou s'il ne vous a pas suscité plus d'intérêt que ça, leur présentation, donc je ne sais pas quoi dire. Mais si quelqu'un avait posé une question, je m'adresse aux participants. Nous sommes là, les invités sont là pour répondre à vos questions. Sinon, tu peux? Sinon, je peux, parce qu'en vous écoutant, j'étais en train de me poser des questions. C'est tout à fait normal. Quand on ne connaît pas un sujet et on attend des choses nouvelles, on se pose plein de questions. Juste la dernière présentation, Benoît, tu avais montré que 80, j'ai vu 80 restaurants, seulement en Europe, ont signé la charte d'éco-responsabilité. Il y a des centaines de milliers de restaurants en Europe. Alors, vous avez du travail. Oui, effectivement, il y a du travail, mais bon, c'est surtout des bénévoles qui s'engagent à faire justement la promotion de cette campagne de Surfrider. Et voilà, c'est quelque chose qu'on fait à titre bénévole. Et évidemment, au niveau du Bas-Rhin, on envisage de promouvoir cette action. On a plusieurs restaurants éventuellement en ligne de mire, mais voilà, c'est une... Oui, parce que moi, je croyais, dans un premier temps, 81 restaurants dans le Bas-Rhin, puisque tu parlais de l'antenne du Bas-Rhin. Et après, j'ai vu en Europe, je dis, oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on en parle, mais finalement, il y en a qui ne s'engagent pas. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une explication sur ça. Ou... Oui, je peux peut-être compléter. C'est une action qui est menée, qui est relativement récente. Donc ça, il faut bien prendre ça en compte. Il y en a beaucoup plus si on regarde la carte aux États-Unis, puisque c'est une action qui est partie de là-bas à l'origine. Et c'est vrai que, comme disait Benoît, c'est vraiment basé sur des bénévoles. Ça prend du temps. Nous, ça fait longtemps à Strasbourg qu'on veut le mettre en place, qu'on en parle. On a réussi à en mettre un cette année, on est déjà très contents. Et l'idée, c'est vraiment de faire effet boule de neige, puisque cette action, finalement, il y a un peu deux choses. On veut créer une communauté autour de ça, puisque on sait que les gens qui connaîtront, qui seront habitués à ces pratiques-là, par exemple aux États-Unis, ils viennent faire du tourisme en France, ils se rappellent qu'ils ont vu ça dans leur pays. Donc, du coup, ils se disent, tiens, si j'allais dans un restaurant qui protège les océans, tiens, je suis à Strasbourg, je regarde la carte, il y en a un, j'y vais. Donc ça, c'est le premier objectif. Et aussi de créer parmi les restaurateurs une sorte de... Alors, on ne va pas dire... si, on peut dire bonne pratique et fait aussi pareil d'entraînement, de voir, ah ben tiens, le collègue, il le fait. Pourquoi pas, moi, mettre en place aussi de telles pratiques dans un effet, finalement, une spirale vertueuse, quelque part. Donc, c'est que le début, normalement. Il y aura d'autres restaurants labellisés très bientôt, on espère. En tout cas, on les a identifiés déjà. Il y en a un parmi ces 81 restaurants à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Vous pouvez le dire, sans faire de la publicité.
Oui, on peut le citer, Je c'est crois le que c'est Cafouche, public. c'est le restaurant du TNS. Le Cafouche. D'accord. Ah oui, Oui, c'est celui qui était dans la présentation, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est le premier restaurant labellisé à Strasbourg OFR. Voilà. merci. Je voudrais poser une question. J'aimerais poser une question. Allez. S'il te plaît. Oui. Alors, moi, je viens de la mer aussi. Je suis née en Galice et c'est dans les mers de Galice que j'aime me baigner et nager, etc. J'adore la mer, mais bien évidemment, j'habite depuis quelques années à Strasbourg et ça me préoccupe la santé des eaux que nous pouvons boire partout parce que nous habitons un endroit qui est vraiment comme un conte de fées, plein de rivières, plein de lacs, plein de courants d'eau qui se répandent partout. Et j'aimerais que tout soit propre chez moi aussi. Moi, j'ai dû, comme élu local, supporter quelque chose que vous ne pouvez même pas vous imaginer, qui a été une marée noire. Ça, c'est la chose la plus terrible, la plus terrible. Une marée noire qui est arrivée à la côte de mon village. Et puis après, une autre marée noire. En fait, chez moi, tous les 10 ans, il y avait les marées noires qui se succédaient. La dernière a été celle du Prestige. Vous vous rappelez le Prestige? Quand j'ai vécu la marée noire du Prestige, j'ai été élue députée européenne ici à Strasbourg. Et je me réjouis, et je me suis réjoui à ce moment-là de dire, maintenant je vais faire écouter la voix de mon village et la voix de la mère, de ma mère. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé beaucoup à la commission des transports et finalement nous avons réussi à sortir non seulement une commission d'enquête pour travailler sur la catastrophe et sur les moyens pour que ça ne se répète plus jamais. Nunca mais était le lemme de ce moment-là, mais aussi pour sortir un paquet maritime de sécurité maritime qui a été appelé le paquet Prestige, avec plusieurs mesures qui ont dès lors ont été adoptées. Tout ça pour vous raconter que nous aussi, on a notre histoire qui nous touche et que nous, parfois, nous la racontons pas parce que nous savons comme honte, pas spécialement. Nous sommes un peu gênés de raconter comme les batailles de la grand-mère, non? Mais si, c'est horrible vivre une situation. Ça, c'était pas des microplastiques, ça, c'était du pétrole complètement gluant, noir, qui s'infiltrait partout et qui est resté pendant des années et probablement des siècles sur le sable de la mer, sur le fond de la mer. Mais puisque nous sommes déjà un peu âgés par rapport à votre âge, et qu'est-ce que nous pourrions faire, de quelle façon pourrions-nous aider une fondation comme la vôtre, une antenne Barin comme la vôtre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un don? Est-ce qu'on peut faire, on peut s'inscrire pour envoyer de temps en temps ou tous les mois? Parce que c'est évident que moi, pour recueillir des bouteilles vides, je serai, bon, les 15 premières minutes, oui, tout irait bien. Mais puis après, je commencerai à être plutôt une charge. Et si à ça, vous rajoutez que je fume, alors, dehors, vous me diriez, je vois déjà la tête de Benoît, dehors.
Alors, Elle a parlé de mégots. de quelle façon pouvons-nous aider? Je pense que vous pouvez aider à plein de niveaux différents. Et on a des fumeurs parmi nous, on les stigmatise pas du tout. On leur distribue même des petits cendriers de poche. On veut juste pas qu'ils jettent leur mégot par terre, c'est tout. Non. Parce que c'est encore des choses qu'on voit et qui nous paraissent folles, mais certaines personnes ont encore le réflexe, pensant parfois même bien faire, de jeter leur mégot dans... Au propos des mégots, dans certaines villes, c'est puni de jeter les mégots. Oui, ça l'est. Ouais, si je ne m'abuse, Julia me souffle dans l'oreillette que c'est à Strasbourg, ça l'est, effectivement. Mais quand je voulais dire, dans les bonnes pratiques, parfois on pense bien faire. Il y a des gens qui jettent leur mégot dans la bouche d'égout en se disant, tiens, c'est une sorte de poubelle géante. Non, pas du tout, en fait. Ça risque... Alors, il y a effectivement des filtres qui sont mis dans les égouts. Donc, il y a une chance sur deux que le mégot soit retenu par le filtre. Donc, il reste de toute façon dans les eaux de pluie, dans les eaux qui sont charriées. Donc, la pollution de l'eau, elle est effective. Hein. Comment ? Une parenthèse à propos des filtres. Est-ce que vous savez combien d'années durent les filtres quand ils se promènent dans l'eau ou dans l'océan? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est très long. Et non seulement c'est fabriqué à partir de matériaux plastiques, mais en plus, il y a plein de matières chimiques qui sont contenues dedans. Donc, c'est vraiment une grosse catastrophe. Benoît citait le chiffre de jusqu'à 500 litres d'eau qui peuvent être pollués avec un seul mégot. Quand on sait qu'on en a ramassé près de 8000 places de Zurich en 1h30 à 17 bénévoles, imaginez de façon exponentielle à quel point ça peut être une pollution énorme. Mais je reviens sur votre question, de quelle façon on peut aider. Je pense que déjà, au niveau... Alors, le temps de dégradation d'un mégot, c'est jusqu'à 12 ans, pour compléter votre question. Oui, de quelle manière on peut aider? Je pense que déjà, rien qu'en changeant quelques-unes de ces habitudes à l'échelle individuelle, par exemple, ne pas utiliser des bouteilles en plastique à usage unique ou hyper limité, passer à l'utilisation d'une gourde, rien que ce genre de petites actions peut avoir un impact. Ensuite, c'est sûr qu'on se dit que le changement, faire des petites actions, on est tout seul dans son coin, ça ne va pas forcément faire changer le monde, mais signer des pétitions justement pour interdire l'usage du plastique à usage unique et faire en sorte que les directives soient appliquées. Parce que, en fait, les pays ont ensuite toute l'attitude pour les appliquer ou non, c'est laissé à leur appréciation nationale. Et sinon, la manière dont vous pouvez aider Surfrider très concrètement, effectivement, donner, faire un don, comme on le voit pour beaucoup d'ONG, c'est possible de le faire, ou vous engager aussi au niveau local, quand vous voyez qu'il y a une collecte qui est organisée, par exemple, venir, on accueille tout le monde, que vous veniez pour un quart d'heure, une heure, que vous restiez après pour le comptage ou pas. On a vraiment des gens de tous horizons, de tous âges aussi, et on accueille tout le monde. Peut-être Benoît, tu veux compléter? Alors voilà, effectivement, vous pouvez aussi faire une contribution financière à Surfrider Europe. Mais je voulais aussi te compléter par rapport au zéro déchet. En fait, Surfrider a développé, donc, comme je l'avais dit, une application mobile Plastic Origins, mais il y en a une autre pour, en ce qui concerne plus pédagogique, en fait, qui s'appelle Ocean Zero, et qui, en fait, a pour vocation de sensibiliser ses utilisateurs aux pratiques de zéro déchet. Voilà, c'est aussi une application qui est disponible pour tout le monde. Sur le site Surfrider, site web, vous pourrez aussi trouver plusieurs matériels pédagogiques aussi pour fabriquer vos, je sais pas, par exemple, vos savons vous-même. Voilà, donc vraiment dans l'objectif de limiter vos déchets au maximum. Ok. Très bien. Avant de donner la parole à un des participants, je ne sais pas s'il y a une question. J'aimerais juste compléter aussi, parce que comme nous sommes d'un certain âge, comme tu viens de le dire, Rosa. Moins que moi. Je parle de moi. Tu es plus jeune. Je parlais de moi. Oui. Alors, comme nous ne pouvons pas passer plus d'un quart d'heure, ramasser les bouteilles en plastique, mais nous pouvons faire un don. Alors, je m'adresse aussi aux participants à cette réunion, un don. Ce n'est pas compliqué. J'ai vu sur votre site, facile.
Et en plus, pour les résidents français, vous pouvez avoir une réduction fiscale jusqu'à, j'ai vu, 66%. Donc, vous donnez 100 € comme si vous donniez 34 finalement. Alors, appel à tous ceux qui nous écoutent, faites un don, s'il vous plaît. Et je donne l'exemple de ce soir, je fais un don. Je m'engage publiquement, puisque je n'arrive pas à ramasser de plastique. Mais par contre, je fais de bonnes pratiques chez moi. Donc, chacun a sa responsabilité. Donc, il faut choisir où mettre le plastique, où mettre le papier, où mettre les autres déchets. C'est déjà pas mal pour protéger notre planète. Parce que finalement, encore une fois, en vous écoutant, je me suis dit, tiens, il protège, il préserve l'océan. Mais non, finalement, vous sauvez la planète. C'est pas l'océan, c'est les océans. Ça fait combien de la Terre, la superficie? 3/4. 3/4. Alors, et j'ai vu que cette association-là a été créée en 1985. Évidemment, en 1985, s'il y avait une association qui a été créée dans ce but-là, sauver la planète, aujourd'hui, nous arrivons à quoi? À avoir des changements climatiques, à avoir des catastrophes naturelles, à avoir des noyés par-ci par-là, de forêts qui brûlent. Et évidemment, les Nations Unies se réunissent aujourd'hui à Lisbonne pour parler de l'océan. C'est déjà pas mal. Mais je vais dire, 85 jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il y a eu, heureusement, que des associations comme la vôtre ont pris l'initiative de lutter contre la pollution, le nettoyage du littoral, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est pour un simple citoyen comme moi. Finalement, on savait, il y a 30 ans, qu'on arrive droit au mur, catastrophe, destruction de la planète, et on ne fait rien. Bon, on fait rien. En tout cas, ceux qui sont responsables pour la pollution, je parle des grands pays, des grandes industries, vous avez parlé tout à l'heure des transports maritimes. Effectivement, la pollution est énorme. Donc, moi, je ne vais pas aller plus loin parce que je commence à devenir aussi passionné que vous sur cette question-là. Pourquoi pas? Et oui, mais c'est vrai, nous devrions tous être au moins sensibilisés, comme tu as dit tout à l'heure, Benoît, à la protection de l'environnement, à la protection de notre vie, finalement, à la protection de nos enfants. Bon, je m'arrête là. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y en a qui nous remercient quand même. Des gens qui nous remercient et qui nous donnent vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je veux dire comme ça parce que nous sommes un tout petit groupe, mais en dehors d'ici, et je ne le répéterai pas. Je suis une passionnée des oiseaux migrateurs. Et j'écris à propos des oiseaux migrateurs. J'écris des poèmes. Et la chose qui m'a produit le plus grande horreur, parce que, vous savez, j'étais tentée de dire, bon, les Américains, quand Evangelos a évoqué l'année 85, j'étais tentée de dire, bon, ils ont fait pas mal de choses, et c'est vrai, hein. J'ai suivi quelques reportages et ils ont pas mal travaillé, les Américains, dans ces côtes, avec les oiseaux, etc. Mais je me rappelle l'horreur qui m'a produit parce que les oiseaux migrateurs sont des animaux qui ont des habitudes. Ils sont comme un radar dans la tête et ils suivent son radar. Alors, ils sont nés à un endroit précis et vont revenir. Alors, c'était des grands puits de pétrole, d'excavation, de forage. Et on voyait l'oiseau qui était blanc comme
comme une colombe, oui, sortir là, au milieu du pétrole qui ruisselait, qui faisait des... Et ça m'a fait vraiment pleurer. Et je pense à tous les oiseaux qui sont morts à cause de, par exemple, des catastrophes que je vous ai parlé avant, parce que les oiseaux aussi, ils s'étaient pris dans le pétrole, dans la viscosité, et ils ne pouvaient plus voler, et on a vu disparaître des colonies entières de sternes et d'oiseaux plutôt rares, rien que dans ma région. Alors, rien que pour les oiseaux, je me réjouis énormément d'avoir entendu votre conférence qui m'a plu, à vrai dire, énormément. Et moi aussi, je me compromets, pas à faire un don, que je me compromets aussi, mais pas comme Evangelos il est grec, alors je me compromets à faire un don. Moi, je vais vous dire que je me compromets à arriver cet après-midi ou ce soir chez moi et à lire à mon mari, on dit en espagnol la cartilla, c'est-à-dire le petit livret, je vais lui dire, je ne veux plus d'eau en bouteille, hein, pour commencer. Après, avec le lait, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais au moins, l'eau en bouteille, c'est fini. C'est fini. Bouteille en verre. C'est fini. Oui, je sais, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Oui. De toute façon, il n'y a pas de personnes qui posent des questions, mais je vais vous rassurer, parce que je veux que vous sachiez que votre conférence et nos interventions un peu maladroites vont être accrochées à partir de demain après-midi sur YouTube. Et je veux vous dire et vous rassurer que nous avons énormément de visites sur YouTube et qu'en plus de... Qu'est-ce que tu me... Ah, il y a une question d'Alexandre Pina. Alors, je vais m'interrompre. Il parle de partenariat avec des organismes tels que The Ocean Cleanup. Sont-ils en cours de négociation? Alors, ça, je ne peux pas vous dire pour cet organisme en particulier. Par contre, c'est vrai qu'au niveau local, on essaye vraiment de créer une dynamique avec les associations sur lesquelles on travaille sur les mêmes thématiques, notamment la lutte contre les déchets, contre la pollution. Et c'est vrai qu'on a notamment des liens avec Zéro Déchet, Zéro Waste. Alsace Nature aussi. Oui, Alsace Clean Walker. Nature, Clean Walker. Notamment la dernière action dont Benoît vous a parlé à la Cruteno qui a été faite en mai dernier. On était avec Clean Walker sur cette action-là. Dans l'idée, effectivement, de fédérer, de rassembler autour de nous le plus de personnes possible. Mais en tout cas, The Ocean Cleanup, c'est possible qu'il y ait d'autres choses qui soient mises en place par d'autres antennes. Mais à ma connaissance, à Strasbourg, je ne sais même pas s'ils sont présents. Il s'interroge aussi sur l'impact humain, sur les éventuelles exploitations des cheminées hydrothermales au fond des océans pour le minage des minéraux. Vous êtes au courant de ça? À mon avis, les cheminées hydrothermales sont dans des profondeurs inimaginables. Je sais jusqu'à là, et pas beaucoup plus, mais je sais qu'elles sont vraiment dans les abysses, c'est-à-dire pas accessibles pour des moyens que nous connaissons. Mais avec l'industrie, on ne sait jamais, parce qu'ils sont capables de découvrir des trucs inimaginables comme ces projections d'eau pour obtenir du gaz de schiste et des choses qu'on ne pensait vraiment pas. Alors, à vous de répondre, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais essayer de répondre à ça. Je pense que, en fait, bon, c'est pas forcément un sujet, alors, les cheminées hydrothermales que nous, de l'antenne locale, on maîtrise.
Mais je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, c'est que tout nouveau type d'exploitation des fonds marins, quel qu'il soit, est destructeur. En fait, je pense que quand on s'attaque aux hydrocarbures, que ce soit ou pour tous ces nouveaux types de minéraux, et après encore l'exploitation de l'Arctique, hein, il y a aussi beaucoup de projections aujourd'hui. Et des projections géopolitiques en plus qui sont en plus problématiques. Dans tous les cas, on s'attaque à un milieu où on a une biodiversité qui est riche. Si c'est dans des fonds marins profonds, c'est en plus une biodiversité qu'on maîtrise mal et qu'on ne connaît pas. Donc, je pense qu'il faut prendre des précautions avec ça. Nous, on ne peut pas s'avancer là aujourd'hui parce qu'on n'a pas préparé ce sujet-là, mais clairement, c'est forcément des choses contre lesquelles Surfrider va lutter, ou en tout cas, on va s'associer pour lutter contre ce type d'exploitation-là, puisqu'elles sont forcément néfastes. Et alors, moi, je voulais revenir parce que j'ai bien aimé votre exemple sur l'oiseau. En fait, un de nos leviers aussi, c'est que ce type d'images d'animaux, alors des images terribles, hein, que ce soit des oiseaux dans le pétrole ou des tortues qui se retrouvent avec des sacs plastiques dans l'estomac ou dans le ventre, dans le nez, etc. C'est souvent des choses qui interpellent les gens, ça touche, ça sensibilise, mais en fait, il faut aussi prendre conscience que le problème, il est bien plus large et qu'à partir du moment où en fait on a la biodiversité qui est touchée, c'est toute l'humanité qui est touchée, et on fait partie de la chaîne alimentaire. L'humain a complètement oublié qu'il faisait partie en fait de la nature et de tout le système. On s'est détaché de tout ça, alors qu'en fait on dépend complètement des océans, même si on habite à Strasbourg, en plein milieu du continent. Les océans sont les premiers régulateurs du climat, c'est 70% de la Terre, on l'a dit. Ce sont eux qui absorbent, je crois, les 3/4 du CO2 de l'atmosphère. Hein. Ils ont un impact beaucoup plus gros sur la régulation du CO2 que les forêts. Donc, en fait, la pollution, ça contribue à leur acidification, ça contribue à la destruction de la biodiversité et de la chaîne alimentaire tout court. Donc, en fait, c'est ce que vous disiez aussi, hein, c'est que protéger les océans, c'est protéger la vie sur Terre. Et si on est un petit peu égoïste, parce qu'on est dans un monde un peu égoïste où on pense à l'humain, ben, c'est aussi protéger avant tout les humains. Et puis peut-être que ces images-là terrifiantes d'animaux, si ça peut éveiller des consciences, ben, finalement, c'est peut-être bien. Et voilà, j'espère que... Voilà, en tout cas, que votre témoignage à vous, il a peut-être touché les gens qui nous écoutent et qui suivent la conférence, mais c'est parfois on part de ces images-là pour pouvoir se rendre compte qu'en fait l'enjeu il est bien plus global que juste des déchets plastiques à ramasser, que les bouteilles d'eau qu'on va arrêter d'acheter, ou que l'animal qui est en souffrance, mais l'animal en souffrance, il va aussi avoir un impact et il crée un enjeu qui est bien plus large. Ce que je voulais transmettre, c'est pas à moi, il me faut pas un animal pour me faire pleurer, vous comprenez? Oui, moi, je pleure sur le sable et même sur un rocher qui a été taché des projections, c'est-à-dire même pas ça, même pas peur. Mais l'animal, moi, ce que je voulais remarquer, c'est l'innocence de l'animal. C'est-à-dire l'animal, il ne savait pas que du coup, son endroit, que c'était son endroit, avait été pris par une excavation pétrolière et que du coup, il est descendu en toute innocence et s'est retrouvé piégé au milieu des déchets qui sortaient. Mais je comprends ce que vous voulez dire et je suis d'accord. Moi, je n'aimerais pas jouer sur la touche nounours, pas du tout. Moi je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont et avec un peu de cruauté si nécessaire. Parce que finalement, vous apprenez que c'est un monde vraiment cruel, le monde des déchets. Terrible, terrible. Nous pouvons penser à ces images de petits enfants qui travaillent dans les vertederos en Amérique du Sud. Et c'est vraiment horrible, c'est affreux. Et moi, je pense que nous, les Occidentaux, nous devons faire un effort individuel et collectif, mais individuel aussi. C'est pour ça que ce soir,
je vais lire la cartilla à mon mari et je vais lui dire ce qu'il va faire à partir d'aujourd'hui avec les bouteilles en plastique. Et vous pouvez lui dire aussi que le meilleur déchet, finalement, c'est celui qu'on ne va pas produire. Ça, Je pense c'est que ça. ça commence à rentrer dans les consciences encore Ouais. doucement, mais ça paraît évident. Mais il y a tout un tas d'enjeux derrière, industriels, politiques. Tout à Il fait. faut Et continuer de se mobiliser. en plus, l'eau du robinet à Strasbourg, elle est bonne. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Bon, nous touchons vers la fin, pour ne pas dire nous avons dépassé de 2 minutes, mais c'est pas grave. Comme j'avais dit tout à l'heure, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision. Moi, je reste sur ma fin. Un jour. Un jour peut-être. Peut-être Oui, un jour. On va replacer Alex Taylor, on va le replacer, oui. Alors, je reste sur ma fin concernant la dernière question, la sous-question d'Alexandre Pina. Alors, est-ce que, Monsieur Pina, vous pouvez nous donner, si vous avez envie, si vous pouvez, quelques explications de plus sur cette question pour qu'on puisse s'éclaircir notre cervelle un peu à moitié ramollie avec l'âge? Oui. Alors, est-ce qu'il m'écoute, Alexandre? Oui, oui, il est là. Oui, je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation. Voilà, c'était juste une remarque par rapport, oui, à la pollution, notamment avec les gaz à effet de serre et le CO2 notamment, qui provoque une acidification des océans et qui, par ricochet, en fait, fait blanchir les récifs coralliens, qui sont un véritable patrimoine pour les territoires ultramarins des pays membres de l'Union européenne, et qui, à cause de l'acidification de l'océan et de l'augmentation des températures, voient leurs algues disparaître et donc dépérir parce qu'il n'y a pas assez de photosynthèse. Voilà, je voulais juste parler de ça, qui est un sujet important et qui méritait d'être souligné. Je vous remercie. Oui, et peut-être pour compléter cette question de l'acidification des océans, en fait, ça modifie, ça a un rôle complètement perturbateur, mais sur tout l'écosystème et sur toute la biodiversité. On le voit notamment sur les espèces bio-indicatrices ou les petites espèces de plancton. Tous les équilibres sont modifiés. Même chose avec le Gulf Stream. Dernièrement, on a entendu qu'il était non seulement menacé, donc ce courant régulateur du climat à l'échelle mondiale, il est même menacé d'extinction, en fait, le Gulf Stream, cet effet refroidisseur et... Enfin, ouais. Très bien, merci beaucoup. Bon, ça nous arrive de temps à autre de dépasser le temps. Ça a été un vrai plaisir. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir. J'aimerais vous remercier. Moi aussi. Merci beaucoup. De la part de mes collègues et vous souhaiter bon courage parce que vous avez du travail sur la planche, du pain sur la planche, comme on dit. Alors, on peut dire aussi de l'eau dans les océans, pour ne pas dire de bouteilles dans les océans, parce que bien, après ces, j'espère, belles paroles pour vous remercier et pour vous encourager à continuer, parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y a plein de volontaires, 5 000 volontaires, 15 000 membres. Ça ne suffit pas, parce que nous sommes quand même des millions et des milliards sur la planète. Et donc, chaque être humain pollue dans sa vie quotidienne, de toute manière. Donc, plus de volontaires pour cette association ou pour d'autres associations qui militent pour la protection de l'environnement, pour la protection des oiseaux, pour la protection des animaux. Alors, personnellement, je m'engage à vous soutenir, comme je dis, et je le répète encore une fois, avec un don de ce soir déjà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous.